Jean-Louis Cohen, vous êtes architecte, vous êtes historien des villes, vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes écrivain et vous êtes surtout un amoureux des villes. Vous allez nous parler de Moscou. Pourquoi Moscou? Quelle est l'histoire de Moscou et quel est l'intérêt aujourd'hui de cette méga-ville? Moscou, c'est une ville qui a une sorte d'aura depuis très longtemps, une aura qui évidemment a été magnifiée par la révolution d'octobre 1917. C'est la 8e ville du monde aujourd'hui, c'est la plus grande ville d'Europe. Donc c'est une ville qui s'impose par sa taille, mais qui s'impose aussi par son destin de capitale fondatrice de la Russie, identifiée avec l'État, puis qui perd ce rang, qui le retrouve, qui aspire à devenir une 4e Rome sous Staline, et qui devient une des villes les plus planifiées du monde, les plus fonctionnalistes du monde, et qui, depuis maintenant pratiquement 30 ans, tout d'un coup redécouvre le marché et se transforme avec le marché. C'est une ville aussi qui capte une intelligentsia extraordinairement cultivée et efficace, et donc où les processus d'aménagement sont intéressants. C'est par ailleurs une ville que j'ai découverte moi-même en 1965, donc il y a plus de 50 ans que je la pratique, je dirais, très régulièrement, une fois ou plusieurs fois par an, donc je l'ai vu changer, je l'ai vu se transformer, j'ai vu ce qui s'est perdu, ce qui s'est trouvé, ce qui s'est réinventé. Pourquoi le monde de l'urbanisme doit s'intéresser à Moscou aujourd'hui? Pour Moscou est une ville intéressante parce que c'est une sorte de cas unique. C'est la seule métropole mondiale de 15 millions d'habitants dans laquelle la municipalité, extrêmement liée à l'État, qui est une sorte de branche de l'État, contrôle le sol, contrôle les permis de construire, guide les investissements avec un dispositif central qui est fondé sur la croyance renouvelée et originale dans le monde d'aujourd'hui que les plans sont utiles. Donc pour moi, c'est une sorte de curiosité intéressante sur le plan institutionnel et politique, mais c'est aussi une ville qui a une énergie vitale extraordinaire, qui a des ressources exceptionnelles en Russie, bien supérieures à celles de toutes les autres villes, proportionnellement, et c'est une ville où se concentre aujourd'hui une énergie créative dans l'architecture, qui est une énergie russe retrouvée, qui est l'énergie de tous les architectes européens, nord-américains et japonais qui s'y pressent. C'est une ville qui est devenue complètement poreuse à l'expertise étrangère, ce qui avait failli être le cas dans les années 20-30, mais tout ceci s'est plutôt mal terminé. Donc c'est aujourd'hui un grand laboratoire d'architecture, à la fois en termes d'intensité et en termes de contenu des programmes qui s'y produisent. Il y a une polarisation sur la régénération des grands ensembles, ce qui est très intéressant pour les modèles français et européens. Moscou, la ville de Moscou a lancé il y a pratiquement 2 ans un programme de rénovation des habitations construites à partir du milieu des années 50, avec, il faut le dire, les systèmes de préfabrication de Raymond Camus. Donc c'est Khrouchtchevki de 5 niveaux, de 4 étages, parce que c'est ce qui permettait d'éviter de construire des ascenseurs, ont été construites à des milliers d'exemplaires. Et aujourd'hui, la ville se propose d'en détruire pas moins de 5000. Et donc de réaliser à la place des quartiers intégrés, car ces quartiers étaient zonés de manière rigide pour l'habitation. Donc elle revient sur ce zonage impitoyable des années 60-70 pour fabriquer des morceaux de ville en recrutant des équipes de très grande qualité dans le monde entier. C'est donc, à mon sens, un programme totalement unique dans l'Europe d'aujourd'hui, car fondé toujours sur le logement collectif, car fondé sur des hypothèses d'urbanité qui n'existaient pas auparavant. Et c'est un programme, à mon sens, qui mérite qu'on l'observe, alors qu'il est pratiquement ignoré de tous, à l'Ouest en tout cas. En conclusion, quelle leçon pourrait en tirer l'urbanisme européen? D'abord, la leçon, c'est que l'urbanisme existe et on peut le rencontrer à Moscou. Donc, on peut faire de l'urbanisme aujourd'hui. L'autre leçon, c'est que la qualité des projets architecturaux n'est pas contradictoire avec la qualité urbaine, et il y a une grande attention de la part des responsables actuels de l'urbanisme, et notamment de l'architecte en chef de Moscou, qui est l'architecte le plus puissant du monde. Personne au monde ne décide
des permis de construire d'une ville de 15 millions d'habitants. Donc cet architecte, Sergei Kuznetsov pour le nommer, a fait appel à des équipes de qualité sans pour autant abandonner complètement les contenus sociaux. Il est clair que l'idée d'une ville où le logement était gratuit, où les services sociaux étaient gratuits et les salaires très, très minimes, cette idée est partie, que la population est attachée à ces logements, et que ces considérations sont prises en compte aujourd'hui, mais avec une qualité de conception architecturale en général exceptionnelle. Il y a deux autres leçons qui sont... Autre leçon, évidemment j'en ai parlé, c'est le rôle, l'idée de planification qui remonte aux années 20, qui n'est pas morte du tout, puisque la ville prévoit, planifie les infrastructures, les métros, la transformation du réseau ferroviaire, les espaces verts, et dans le même temps, il est clair que tout ça se passe dans un système qui a certaines apparences de démocratie. Moscou, il faut le dire, est une des villes de Russie où l'opinion publique est la plus libre vis-à-vis du pouvoir de Vladimir Poutine. Il y a des conseillers d'opposition, en tout cas au niveau des quartiers, mais pour l'essentiel, c'est une ville qui est sujette à ce que les Russes ont appelé la verticale du pouvoir. Donc c'est une ville qui serait plutôt, je dirais, dans la condition politique du Paris d'Haussmann, avec un préfet, en l'occurrence un maire, directement responsable devant le pouvoir central, qui véritablement commande la musique et conduit le bal. Merci Jean-Louis Cohen. Merci.